ce que les gens doivent savoir. Ce qu'ils doivent savoir, c'est de prendre sur eux-mêmes ce qu'ils sont en tant que nègres et d'oser. C'est de l'audace. C'est porter ce que les autres ne disent pas. Et Senghor, il a très bien fait, il a bien signifié dans sa négritude. Nègre je suis, nègre je mourrai. Et nègre d'où je viens, je pars là. Donc Senghor, en fait, la langue française a quelque chose d'originalité et je respecte beaucoup la langue française. C'est dit, il faut savoir parler français. Il sait mettre les virgules là où on doit les mettre. Il sait mettre les points là où on doit mettre un point. Et il sait respirer. Il sait respirer Senghor. Il sait respirer Damas, Césaire aussi. Ils savent respirer. Alors, je m'appelle Sandrienne Bouko, je suis d'origine béninoise, j'ai 33 ans. Je suis ici à l'université Senghor dans le cadre de mes études en master en communication et médias. Pour l'avenir, je compte travailler dans un média international, en particulier une télévision panafricaine, pas forcément une télévision occidentale, parce que je suis très attachée aux informations liées à l'Afrique et mon rêve c'est de pouvoir faire des informations qui valorisent l'Afrique, des informations qui montrent un autre côté de l'image de l'Afrique que l'on ne voit pas forcément dans les télévisions occidentales. Cette Afrique-là qui bouge, cette Afrique a une jeunesse qui grandit, qui innove et qui est à la quête d'un développement de ce continent. Bonjour. Je m'appelle Emenge Ndachita, je suis médecin du gouvernement congolais, je suis congolaise de la RDC. Alors, je suis Yvette Monkamoyap, je suis camerounaise, j'ai 32 ans. Voilà. Et donc à Senghor, je suis au département santé, je fais santé internationale. Alors, je suis Mamadou Koulibaly, je suis étudiant à l'université Senghor, plus précisément au département culture et en spécialité communication et médias. Moi, c'est Daniel Mastaki. Je suis de la nationalité congolaise, jeune, âgé de 28 ans, d'ici avril. Personnellement, j'ai fait Senghor en master en développement, spécialité gestion des aires protégées. Mes ambitions dans ces départements ou bien dans cette spécialité, c'est juste d'apporter une pierre à l'édifice face aux nombreuses problématiques dans mon pays en ce qui concerne la gestion des aires protégées. Je suis Moussa Kondé, je suis guinéen, j'ai 33 ans, je suis inscrit en département environnement en option gestion des aires protégées. À la base, moi, je n'ai pas fait environnement. Moi, j'ai fait la gestion touristique. J'ai découvert un peu l'université Senghor par hasard à travers un ami. Parce que j'étais night auditeur. Je suis resté à l'hôtel un jour à 23h comme ça. Il m'a envoyé un petit message sur Messenger. Il dit, bon, comme toi, tu aimes tenter les formes, tu es toujours à la recherche de formations à l'étranger. Je crois que ce lien peut t'intéresser. C'est comme ça que j'ai cliqué sur le lien. On m'a envoyé sur le site de l'université. J'ai vu les offres. Ça m'a pris un peu de temps parce qu'il y avait le département culture à côté, il y avait l'environnement. Il fallait se décider parce que le tourisme, on peut à la fois partir de là à travers la culture ou l'environnement. Mais comme j'ai vu la gestion des aires protégées, j'ai commencé à me documenter, ça m'a intéressé. J'ai trouvé que c'était passionnant, c'était un peu lié à mon background, même si j'étais à l'hôtel. Donc j'ai tenté ma chance et puis voilà, ça a marché. Je me présente, je suis Bayonga Pituel, de nationalité congolaise, j'ai 27 ans. Je suis en environnement, j'ai une formation de base en géographie urbaine, mais j'ai voulu un peu changer de domaine. Donc, présentement, je fais une formation en gestion des aires protégées. Et ce que je vise, étant donné que notre pays, le Congo, a près de 60%, 65% plutôt de superficie d'écosystèmes forestiers. Donc, j'aimerais bien me tourner vers les métiers d'agroforesterie. Donc, je serai à la fin de cette formation, s'il faut le dire, gestionnaire des aires protégées. Et donc, au mois de mai à août, donc j'étais au Gabon pour faire un stage. Et là également, j'ai sillonné pas mal de forêts communautaires. Donc, une forêt communautaire, c'est une forêt qui est gérée par les populations. Donc, c'est l'État qui concède, qui délègue un pouvoir, une certaine compétence aux populations pour gérer ces forêts. Vas-y. Bonjour, je suis Amadou Haïdara. Je suis auditeur
au master en développement dans la spécialité management de projet. Je suis de nationalité malienne. Avant de venir à l'université Senghor, je travaillais au ministère de l'économie et des finances, précisément au niveau de la direction nationale de la planification et du développement. Bonjour. Donc moi je m'appelle Donatien Gaglozon, j'ai 33 ans et je viens du Bénin. Et donc voilà, je viens ici à la base d'un concours que l'université a organisé. Donc j'ai participé à ce concours et je suis étudiant boursier de cette université. Donc mes ambitions, ils sont énormes. Je m'appelle Kouamou Elisabeth, je suis étudiante au département environnement, spécialité gestion de l'environnement et j'ai 25 ans. Bonjour, je m'appelle Idrissa Douta Mohamed, je suis de nationalité djiboutienne et j'ai 27 ans. Je suis journaliste de formation. À Senghor, j'effectue une formation en culture, plus précisément à communication et médias. Je suis Akpene Agbissi. Je suis de nationalité togolaise. Je suis sage-femme d'État depuis 2010. Donc, je suis ici en département santé, spécialité politique nutritionnelle. Donc, mon ambition, c'est de travailler dans les organismes internationaux. J'ai déjà fait une expérience avec Médecins sans frontières en tant que sage-femme. J'ai travaillé sur le terrain dans un projet. Médecins sans frontières généralement travaillent sur des terrains à problème, là où il y a les conflits, les calamités naturelles et les conflits armés surtout. Donc j'avais travaillé sur le terrain au Niger dans le projet de Difa avec les attaques de Boko Haram. Moi je m'appelle Boubacar Diallo, je suis du département culture, spécialité gestion du patrimoine culturel. Je viens de la Guinée-Conakry. Je suis né en 82 et là je fais un master 2 dans le même département que je viens de citer. Et dans l'avenir, à ma qualité de fonctionnaire, parce que je suis fonctionnaire de l'État depuis 2008, je travaille au ministère de la Culture et du Patrimoine historique de la Guinée. Je suis Kenom Nicéphore Karel, j'ai 28 ans, je suis béninois. Je suis à Senghor pour la spécialité gestion des industries culturelles. Bonjour, je m'appelle Myrène Malé, j'ai 32 ans, je suis de nationalité camerounaise et j'étudie le management de projet à l'université Senghor à Alexandrie. Pour l'avenir, j'aimerais bien travailler dans l'humanitaire, dans le domaine de la gestion des projets, des organisations internationales, pourquoi pas. Donc, c'est ça. Et puis, surtout, devenir une grande femme entrepreneur en Afrique. Je m'appelle Moussa Abdoulaye Mohamed Kabirou. J'ai 27 ans. Je suis de nationalité nigérienne. Je suis un master de management de projet dans le département management de l'université Senghor à Alexandrie. Avant d'être à l'université Senghor, j'ai fait mes études du primaire à l'université au Niger, qui est un pays de l'Afrique de l'Ouest, qui couvre une superficie de 1 267 000 km² avec une population estimée à plus de 20 millions d'habitants. J'ai fait mes études primaires dans le sud-est du Niger, dans la région du Zander, département de Matamei, dans un village qu'on appelle Kaori, avec pas mal de défis que je suis surmonté depuis les études primaires. En effet, pourquoi j'appelle ça défi? Parce que quand j'étudiais au primaire, on n'avait pas d'école primaire dans le village. Il fallait faire 2,5 km à l'aller comme au retour. Et face aussi à un autre défi là plus important, ayant perdu mon papa à l'âge de 12 ans, et il fallait continuer les études, il ne faut jamais relâcher. Après ça, j'ai réussi parfaitement mon BEPC où j'ai été orienté au lycée technique dans Kassawa de Maradi. Là j'ai commencé, mais j'avais autre ambition,
c'est de devenir médecin. Je m'appelle Eda Jimmy Djifa. Je suis de nationalité béninoise, j'ai 24 ans et je suis étudiant ici à l'Université Senghor au département culture, spécialité gestion du patrimoine culturel. Donc mon combat désormais, c'est dans les écoles, c'est aller vers les enfants, leur parler de l'importance de la valorisation du patrimoine culturel, sans quoi le Bénin ne serait pas sur le chemin que nous voudrions qu'il soit pour le développement durable. Moi, je suis Mireille Kombokoza, de nationalité centrafricaine. Je suis auditrice au département culture. Vraiment, ce que je pense vraiment de faire en Centrafrique, c'est de redynamiser le système du cinéma en République, de l'industrie du cinéma en Centrafrique, par la création d'un festival national des films, de courts-métrages. Je suis Cassie Antoine Bourvalet. Je viens de la Côte d'Ivoire. J'ai 34 ans, bientôt 35. Je suis ici à l'Université Senghor, au département culture, pour des raisons idéalistes, parce que j'ai une vision un peu différente de la jeunesse de mon âge aujourd'hui, de l'Afrique surtout. Et je lutte pour que l'éducation et la formation prennent vraiment le terrain, puisqu'aujourd'hui on assiste beaucoup à la dépravation des mœurs, le comportement de la jeunesse qui est de plus en plus violent. Je suis Ibrahim Ngom, 34 ans, je suis de nationalité sénégalaise, je suis à l'Université Senghor comme étudiant en master et j'ambitionne de travailler dans les organisations internationales en tant que chargé de communication et peut-être aussi, pourquoi pas, si j'ai des opportunités dans l'humanitaire. Donc, je suis Boris Agansadou, je suis béninois, je suis dans le département culture. La spécialité, c'est la gestion des industries culturelles. Voilà. Je suis là actuellement pour me spécialiser, surtout dans le marketing culturel. Comment vendre des produits culturels, comment les placer, n'est-ce pas, sur les grands marchés culturels, les grandes scènes, comment placer un grand artiste sur une grande scène, comment exporter son œuvre, comment le vendre, comment l'habiller de manière à ce qu'il soit attrayant, qu'il soit bon à consommer. Didier Mougalia, j'ai 28 ans. Je viens de la RDC, la République démocratique du Congo, et je suis en master 2 au département environnement à l'université Senghor. Bonjour, je me présente, je suis Sarah Lilupoba, je suis congolaise de la RDC. Et ici à Senghor, je suis dans le département de l'environnement. En fait, le fait que je souhaiterais plus tard travailler dans la coopération Nord-Sud. Et alors, pour moi, le fait d'être venu ici à Alexandrie, c'est un peu un pont entre le sud et le nord. Bonjour, je m'appelle Bruce Cédric Colli. Je suis étudiant en management, en la spécialité de management de projet. Je suis de la 16e promotion. Je suis de nationalité sénégalaise. J'ai 34 ans. Avant de venir à Senghor, j'étais dans le milieu des organisations non gouvernementales où je suis comme volontaire en développement communautaire. Je m'appelle Daouda Keita, je viens de la Guinée. Je suis étudiant au département management, spécialité gouvernance et management public. Seulement les conditions ne sont pas aussi très faciles, surtout du point de vue financier. La bourse d'études que je suis boursier, voilà, je précise cela. Je suis Nouvelle Kounou Illuminata du Bénin. J'ai 29 ans, je suis à l'Université Senghor d'Alexandrie dans la spécialité de protection nutritionnelle, département santé. Donc j'ai choisi cette spécialité pour avoir d'autres notions complémentaires et être en mesure de faire face à ma carrière future, qui est de travailler mais de collaborer avec des organismes internationaux dans le domaine de la nutrition, santé et surtout le bien-être humain. Je m'appelle Babako Arsène Roméo. Je suis centrafricain. Je fais
les études à l'Université Senghor dans le domaine de la gestion du patrimoine culturel. Donc, moi, j'ai fait d'abord mes études dans le domaine de la sociologie et j'ai travaillé aussi un peu dans le cadre des activités humanitaires. Et en voyant tout ce que j'ai pu acquérir pendant mes expériences professionnelles auprès des bénéficiaires, c'est-à-dire les victimes des conflits, et aussi la pauvreté qui sévit dans la République centrafricaine. En voyant tout cela, je me suis dit où on peut apporter un peu de solutions, de changements dans tout ça. Donc le secteur de la culture, c'est un domaine transversal, c'est un domaine de connaissance, c'est un domaine de savoir, c'est un domaine de tradition. Et toutes ces valeurs qui sont dans la culture, cela peut aussi contribuer à changer la situation. Oui, bonjour, je m'appelle Yves Nisabgué, je suis de nationalité burundaise. Donc mes ambitions, c'est que à la fin de Senghor, donc à la fin de la formation, donc, je puisse être quelqu'un qui contribue au développement de mon pays à travers la culture, surtout le développement des musiques traditionnelles burundaises. Je m'appelle Bazamou Mbedebon. Je viens de la RDC, la République démocratique du Congo, particulièrement au sud-est, c'est-à-dire le Katanga, donc la Katanga. Donc je suis médecin et je suis ici pour la politique nutritionnelle. Je me nomme Nitu Odabalo. Je suis togolais. Je suis en management de projet. Je suis en master. Mon ambition pour l'avenir, je rêve d'être un fonctionnaire international. J'espère que ce rêve va se réaliser pour bientôt. Bonjour, je suis Diallo Bakar Bantingel, je viens de la Guinée-Conakry. Je suis dans le département de management, j'ai 30 ans. Je suis fonctionnaire au ministère de l'Éducation nationale dans mon pays. Après Senghor, j'ai beaucoup d'ambition pour mon pays. Et mon souhait le plus ardent est que surtout c'est de contribuer au développement de l'éducation dans mon pays et en Afrique. Okay, mon nom c'est Ouedraogo Luc, je suis burkinabé. Avant de venir à Senghor, je travaillais, j'étais professeur de lycée et collège. Et comme j'avais une formation en géographie, j'avais envie aussi de me former dans le domaine de l'environnement et participer au développement de mon pays et voir l'Afrique et le monde entier. Je m'appelle Nyangao Beli Herman Abdelkarim, je suis du Burkina Faso, j'ai 34 ans, je suis conservateur de profession, donc je suis un agent du ministère de la Culture, donc envoyé ici pour un stage de perfectionnement à l'Université Senghor. C'est d'abord une découverte pour nous de venir à Alexandrie, ici en Égypte. C'est vrai que pour un subsaharien, d'abord, les conditions climatiques, c'est pas du tout évident. Il faut s'adapter au froid et aussi à la vie et à la culture aussi. Je viens de l'Afrique de l'Ouest. Et ici, nous sommes au Moyen-Orient, si je peux le dire. Et nous avions des cultures carrément différentes. Nous avions des façons de voir le monde totalement différentes. Et c'est vrai qu'au début, ce n'est pas facile parce que déjà sur le plan de l'habillement, le plan de l'éducation culinaire, ce n'est pas du tout facile. Au début, d'abord, c'est une grande crainte. Parce que quand on marche dans la rue, on nous regarde, on se demande qui ils sont. Ils nous prennent tous pour des Soudanais. Et en plus, parce qu'on est une femme, en fonction des vêtements qu'on met, ils ont des attitudes particulières. Parfois, ils ont des regards trop appuyés, ils font des sifflements. Mais parfois aussi, ça va, ils sont sympathiques. Ils nous disent toujours « welcome, welcome ».
Et on va au marché faire des emplettes. Mais à cause de la barrière linguistique, je ne parle pas arabe, on nous a fait des cours d'arabe, c'est pour compter 1, 2, à gauche, à droite. C'est un peu compliqué d'échanger avec la population égyptienne. Mais pour le peu, les rares fois où on les croise, j'ai constaté qu'ils aiment souvent faire des photos avec nous. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois qu'ils voient un noir, ils nous arrêtent, ils nous demandent à prendre une photo avec nous. En tant que femme, moi je viens de la RDC. J'ai une culture vestimentaire, j'ai une culture de comment échanger avec mes collègues garçons. C'est un peu difficile de ce côté-là ici. Oui, il y a une différence de culture. Pourquoi? Parce que déjà ils sont voilés tout le temps. Et puis la première question que je me posais quand je suis arrivée ici, c'était chaque fois, comment est-ce qu'elles se sentent belles dans ça? Une femme, ça doit, pour moi, ça doit montrer sa beauté, ça doit être visible, ses cheveux, tout ça quoi. Mais elles sont tout le temps, la plupart, pas toutes, elles sont voilées. Elles ne sont pas fashion, comme on aurait bien voulu être fashion quoi. Et puis je me demande, quand est-ce qu'elles le font? Donc c'est un peu ça le problème. Mais sinon, je les trouve plutôt... j'ai compris, je suis sociologue à la base, donc j'ai compris c'est leur culture, c'est leur façon d'être, et puis je les accepte comme ça. Donc c'est la diversité aussi à Alexandrie. Bon. Parce que c'est vrai que moi je suis musulman de confession. Peut-être que j'ai, en termes d'aspect culturel, il y a des éléments que je partage avec l'Égypte du point de vue culturel, mais il y a d'autres éléments aussi qui sont un peu contraignants. Par exemple, ici, quand on rentre dans le bus, ce n'est pas prudent de s'asseoir à côté des femmes. La population égyptienne est quand même accueillante, elle est quand même cordiale et c'est comme dans tous les autres pays, il y a certains qui aiment bien les étrangers et d'autres pas. Bon, au fait, les Égyptiens pensent qu'ils ne sont pas des Africains. Oui, c'est ce qui fait un peu mal, mais c'est normal. Ils savent, dans leur tête, ils pensaient qu'ils ne sont pas des Africains, ils sont des Européens. Mais c'est ça, puisqu'il y a une différence de peau déjà. Ils sont blancs, nous sommes des noirs. Parfois, quand on se croise avec les Égyptiens, ils disent Samara. Samara veut dire les noirs. Déjà, il y a une différence déjà dans leur tête. Oh, on est tous que des Africains. Les Égyptiens sont majoritairement musulmans. Moi, mon pays d'origine, nous sommes majoritairement chrétiens. Donc, sur le plan culturel, voilà déjà une distance. La société égyptienne, ce que je vais dire, c'est une société qui est fermée, qui n'est pas du tout ouverte à l'extérieur. D'abord, je ne peux pas certifier, mais j'ai l'impression que les Égyptiens ne voyagent pas assez. Et ils sont fermés sur eux-mêmes. Ils ont des comportements... certains comportements paraissent même ancestrales. Et quand je vais essayer également... C'est quelque chose qui me sidère parfois, qu'ils se disent qu'ils ne sont pas africains. Ça, je sais qu'ils font partie du Maghreb. Mais... géographiquement, lorsqu'on regarde la carte de l'Afrique, ils font partie de l'Afrique, même si on parle, et cette appellation également, je ne l'aime pas, Afrique blanche, nous sommes tous des Africains, mais ils ont une perception, déjà c'est assez rigolo, quand vous promenez, c'est comme si c'est la première fois qu'ils voient des Noirs, ils se mettent à rigoler. Oui. Pas plus tard qu'avant-hier, je discutais avec un Égyptien, je lui disais que, mais attendez, est-ce que vous savez qu'actuellement, la personne me dit, tu viens de l'Afrique? Il dit, ouais, toi aussi tu viens d'Afrique. Est-ce que vous savez actuellement que votre président, par exemple, est le président de l'Union africaine? Donc l'Égypte aujourd'hui assure la présidence en fait de l'Union africaine. Donc je disais ça à cette personne-là, et la personne me dit, ah bon? Et la personne ne savait pas. Donc pour beaucoup d'Égyptiens, en fait, c'est vrai que les réalités ne sont pas toujours semblables à celles des autres parties de l'Afrique. Ils se sentent moins africains, et dans le langage commun, c'est plus, ouais, vous êtes africain, et bon, voilà, c'est un peu une question de culture aussi et de compréhension. Dans la rue, parfois, on va t'interpeller, America, pourtant, c'est pas vrai, tu n'es pas américaine. Si ça peut te permettre d'éviter des ennuis, tu peux dire oui, et puis tu passes. Donc, parfois, on dit des choses, mais pourtant, c'est pas vrai, c'est juste qu'on nous colle un peu la paix, qu'on puisse passer et circuler librement. Donc pour moi, je pense qu'il faudrait aussi que l'Égypte pense à diversifier ses programmes télévisés, parce que j'ai remarqué qu'ils regardent beaucoup la télévision.
Donc, si on commençait déjà par leur présenter d'autres programmes, bref, il faut alors donner la possibilité à d'autres chaînes d'Afrique subsaharienne de mettre ici, ce serait déjà un bon point de départ. Il y a une certaine rupture entre l'Égypte et nos pays. Ils ont du mal à reconnaître la Guinée. Par exemple, quand on rencontre des gens qui ont un certain âge, pour éviter toutes les questions, tu dis la Guinée c'est couturé. Quand tu dis c'est couturé, pour ceux qui ont plus de 40-50 ans, qui se sont intéressés à l'Afrique, ils connaissent automatiquement la Guinée, mais sinon, rien. Ou non, on les amène sur le terrain du sport. Par exemple, nous avons la chance, on a un compatriote qui joue dans le même club que la star de l'Égypte, Mohamed Salah à Liverpool. Donc quand tu dis je viens de la Guinée, ils disent quelle Guinée? Tu dis la Guinée de Naby Keïta. Donc c'est bon. La discussion est directement engagée. Ou parfois on les amène carrément sur d'autres terrains. Si tu ne veux pas être embêté par beaucoup de questions, tu dis tu es sud-africain, ils connaissent tous Nelson Mandela. Ou bien tu dis que tu es jamaïcain, ils connaissent tous Bob Marley. Ou bien tu dis que tu es américain, ils connaissent tous Barack Obama et tout le monde veut ressembler aux Américains. Donc c'est des techniques qu'on a pour couper court à de longues discussions, à de longs interrogatoires. Je pense que l'Égypte, avec sa jeunesse, est un peu aussi en ébullition. Il faut le dire que l'Égypte, tout le monde ne travaille pas, il ne retrouve pas du travail. Il y a un degré de mécontentement un peu aussi par rapport à nos pays. Donc je pense que les gouvernants gagneraient plus à un peu voir une approche intégrée et à un peu démocratiser certaines structures et pousser les jeunes un peu à l'emploi et à l'émancipation. Bon, on vit chez nous, puisque nous avons déjà 3 communautés qui vivent ensemble, c'est-à-dire l'Afar, la communauté Afar, la communauté arabe et la communauté Somalie. On avait déjà cette culture d'intégration chez nous-mêmes. Les Arabes vivent avec nous. On avait déjà une idée de ce que c'était les Arabes. Et vivre ici pour un Djiboutien, c'est comme un poisson dans la mer. Je m'en sors très bien. La religion est pareille. Et la culture aussi, pas aussi différente. Bon, de prime abord, je dirais que je n'ai pas eu vraiment trop de contact avec la jeunesse égyptienne, puisque l'étude et les temps ne me l'ont pas permis. Mais j'ai fait quelques constats. C'est qu'en Égypte, les jeunes se réfèrent normal. Et ce sont des jeunes qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont jamais eu de contact avec le monde extérieur, comme surtout l'Afrique. Mais une fois que tu as l'occasion de discuter avec certains, ce sont des personnes merveilleuses qui veulent te connaître et qui veulent encore connaître plus sur ton pays et d'où tu viens. Mais la seule chose que j'ai appréciée vraiment, c'est qu'ils sont comme moi, genre, ils aiment le football. Avec le football, les feelings passent trop vite, quoi. Et c'est ça que j'apprécie ici. L'Égypte, oui, l'Égypte, vraiment je suis très content d'être là parce que c'est un pays qui m'a évoqué beaucoup de choses dans l'enfance. Bon, je rappelle que dans mon cursus scolaire, j'ai d'abord étudié l'histoire de l'Égypte, l'histoire antique de l'Égypte, les pharaons, et c'est que donc c'est un pays très riche en histoire. Tu peux dire l'origine même de notre histoire commune, l'humanité. C'est ça l'Égypte. Et j'ai découvert oui, que c'était le cas, les pyramides, des Giza, et puis avec tous les monuments qu'on connaît, les hiéroglyphes, l'écriture a été inventée en Égypte. Donc l'Égypte, c'est l'universel en fait pour moi. Et j'adore ça. Et j'adore le pays, j'adore la population égyptienne, j'adore surtout la ville d'Alexandrie ou bien le Caire. Cette odeur, quand je suis au Caire, que je ressens, me sens beaucoup plus en Afrique, même si pour beaucoup d'Égyptiens, ils ne sont pas africains. Puisque tu vis ici, comment tu ressens? Est-ce qui s'est passé? Est-ce que les gens en parlent? Comment tu ressens l'Égypte après ces révolutions? Bon, sérieusement, je n'en ai pas parlé. Ici, les gens ne parlent pas politique. Moi, ce qui me préoccupe, c'est les élections en RDC. Vraiment, ce qui me préoccupe, c'est les élections du 30 prochain. Oui. Mais en Égypte, malheureusement, je n'ai pas encore eu la chance de parler politique avec les Égyptiens parce qu'ils n'en parlent pas eux-mêmes.
C'est pas comme chez nous où vous pouvez lancer un débat politique, même dans la rue, vous en parlez. Ici, c'est réservé aux politiciens, donc je n'ai pas d'avis à émettre là-dessus. Le soulèvement, tout ce qu'on a vu au printemps arabe, c'était pour réclamer cette liberté-là. Liberté, comme vous l'avez dit, de manger à sa faim, de pouvoir se déplacer. Des réformes. Exactement. Alors, moi j'ai peur. J'ai peur actuellement parce que, et là je l'ai dit, ça c'est très personnel. Je crois que ce n'est pas fini. En Égypte, ce n'est pas fini. Et on sait le voir très rapidement. Vous avez sûrement, comme moi, su qu'ils ont interdit, par exemple, la vente des gilets parce qu'ils craignaient un gilet jaune à l'égyptienne. Ce n'est pas simplement en Égypte qu'il s'est passé de révolution. On a vu le cas burkinabé où il y a un soulèvement populaire. Après, il faut que ça suive, quoi. Il ne suffit pas de sortir ceux qui étaient au pouvoir, s'éterniser. Il faut construire un projet commun et ne pas rentrer dans la continuation de ce qui a été, de ceux qui ont été enlevés au pouvoir. Aujourd'hui, vous n'avez pas, par exemple, accès à un appel WhatsApp en Égypte. Donc, pour appeler, il faut un VPN et tout. Donc, il y a une telle restriction on s'est dit que voilà, d'un moment ou l'autre, ça peut encore éclore et des choses vont se passer. L'Égyptien il est un peu flegme dans sa façon de parler, donc il y a trop de discrétion, on ne sait pas scruter sa pensée et tout. Tout peut se passer, tout peut encore se passer en Égypte. L'Égypte est un pays d'Afrique et pourtant il y a quand même un clivage. Comment tu l'exprimerais ça? C'est vrai que c'est bizarre en fait. L'Égypte est bien un pays africain, mais un bon nombre d'Égyptiens rencontrés ne se retrouvent pas sur le continent africain. La preuve, j'ai pris un taxi une fois et le chauffeur me disait, "Are you from Africa?" J'ai dit, "Yes." "Like you?" Il me dit, "No, I'm not African." Je dis, "Ah bon? Et vous êtes quoi?" Il me dit qu'il est égyptien. Et c'est souvent ces genres de remarques que nous avions ici en Égypte, lorsqu'ils voient d'autres Africains, d'autres personnes de couleur noire, ils se disent, vous venez de l'Afrique, vous venez de l'Afrique, et on se dit, mais nous sommes où en fait? Nous sommes en Afrique. C'est vrai, c'est un pays fermé sur lui-même, et cela, nous n'arrivons pas vraiment à comprendre ce qui se passe ici en Égypte par rapport à leur attitude, leur rapport avec les autres pays. On n'arrive pas à se l'expliquer et je crois que cela également fait partie de nos diverses organisations fêtières, en l'occurrence l'Union africaine. C'est là que le grand boulot devrait se faire. L'Égypte est membre de l'Union africaine et l'Union africaine c'est pour le continent africain, mais quand ces populations, quand ces habitants ne se sentent pas africains, moi je me dis là il y a un problème et ce problème c'est par rapport peut-être à la politique nationale, cette politique qui peut-être n'est pas ouverte sur le monde extérieur, cette politique qui ne s'ouvre pas également aux autres pays. Et s'il faut également que les chefs d'État réfléchissent sur le sujet, étant donné que même le président est partant pour être candidat de l'Union africaine, je me dis on ne peut pas être président de l'Union africaine si dans son propre pays on ne reconnaît pas être membre de ce continent, être inscrit sur ce continent, être inséré sur ce continent. Donc je me dis que là c'est un problème politique et il faudrait que les chefs d'État pensent à ce problème-là. C'est vrai qu'il y a des questions qui me tiennent beaucoup à cœur. C'est le devenir de mon pays. Généralement, on doit faire des projections pour voir à quel niveau est-ce qu'on sera dans l'avenir. Mais malheureusement, le rêve que moi je fais pour mon pays est tout à fait sombre parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'issue. On voit pas d'ouverture par rapport même à l'Afrique francophone de développement. Sans cesse, ici à Senghor, j'ai posé la question à mes camarades. Ça fait 27 ans que Senghor existe. Mais quelles sont les retombées? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Où est-ce que nous en sommes? Où serons-nous demain? Est-ce que demain, quelqu'un m'a fait croire un jour, m'a fait dire un jour, l'Afrique sera le continent vers lequel les autres viendront demain? Ça, c'est un rêve, bien sûr. C'est vrai, ça peut l'être. Mais où seront les Africains? Parce que jusqu'ici, le problème a toujours été l'Afrique.
C'est l'Afrique qu'on cherche. Mais on veut l'Afrique sans les Africains. Mais est-ce que cette Afrique vers laquelle les gens courront demain sera avec les Africains ou sans les Africains? C'est la question que je me pose tous les jours. Voilà. Donc, cette question, en tant que jeune africaine, c'est une question fondamentale pour moi. C'est-à-dire que c'est une question qui relève de l'existentialisme. Allons-nous exister demain ou pas? Mais je tiens toujours à rappeler aux gens, je suis contente que l'université Senghor soit par exemple implantée en Égypte parce que ça me réconcilie avec mon histoire, avec les pyramides, avec mon peuple. L'Afrique a été à l'origine de l'humanité. L'Afrique sera et demeurera. Les Africains également. On est obligé aujourd'hui de s'aimer, de composer ensemble, de faire ensemble. Mais ce que je dis à mon peuple, c'est je ne traîne pas la haine. Non. La haine ne fait pas partie de moi. Je dis la vérité. Mais ce que je sais, c'est que ressasser le passé ne nous aide pas. Pour avancer, il faut donner beaucoup d'amour. Même à ceux qui vous ont fait le plus de mal. Ça, c'est ma philosophie. Et tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, je me considère simplement comme celle qui peut tirer la sonnette d'alarme et dire « Eh, ça suffit, on arrête. Mais aimons-nous beaucoup plus que nous ne nous détestons. » Et dans ma culture, c'est que mes grands-parents m'ont toujours enseigné, c'est que s'il y en a pour un, il y en aura pour tous. Il faut partager ce qu'on a. L'Afrique est une mine d'or. On peut partager, mais les autres n'ont pas besoin de forcer pour obtenir ce qu'ils veulent. On n'a pas besoin de tuer autant d'enfants au Congo pour avoir du coltan ou des téléphones que nous utilisons. On n'a pas besoin de faire couler autant de sang sur les mines. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ceux qui travaillent sur les minerais, moi je dis toujours, l'Afrique centrale, parmi les pays de l'Afrique francophone, est l'Afrique, le côté de l'Afrique qui souffre le plus, paradoxalement. Alors que c'est l'une des parties du monde qui a le sous-sol, le sous-sol le plus riche au monde. Mais c'est où coule énormément de sang. Nous savons tous la raison. Aujourd'hui au Congo, Kinshasa, ce sont des enfants qu'on utilise dans les mines. Les enfants. Et puis on dit non au travail des enfants. Mais ce sont ces enfants-là qui suivent tous les jours, qui travaillent sous la pluie, sous le soleil, pour pouvoir récolter le minerai rare, qui contribuent à fabriquer tout ce dont nous tenons entre nos mains, comme Jojo, les téléphones portables, tout ça. Pourtant, ailleurs dans le monde, il y a des enfants qui sont bien et qui peuvent avoir autant de smartphones qu'ils veulent, mais ils ne sont même pas conscients que ce sont leurs pères qui souffrent quelque part pour avoir cela. C'est peut-être le malheur de l'Afrique. Donc, en réalité, ça fait mal, ça fait beaucoup mal. C'est aussi ça, la réalité de mon Afrique. Moi, je suis de l'Afrique centrale. Donc, quand je me retourne, je vois ce qui se passe en RCA. Je vois ce qui se passe dans mon propre pays, le Cameroun. Je vois ce qui se passe un peu partout, tout autour de moi. Et chaque fois, j'ai mal. Mais je peux rien. J'ai pas des armes. Et même si j'avais des armes, je ne tirerais sur personne. Parce que ça ne sert à rien. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe au Congo. Ce sont des enfants qui sont exploités dans ces mines. Ouais. Et puis, je me rappelle en 2004, j'ai reçu comme ça des images. C'était pas en 2004. Les images ont été tournées en 2000. Ça avait été filmé en 2004 sur la guerre du Congo, sur les femmes qui étaient violées, assassinées, découpées. Tout ça pourquoi? Pour des minerais. Et généralement, quand je regardais ces images, je me disais simplement, ça c'est la mère de l'humanité qu'on détruit. La femme, c'est la mère de l'humanité. On doit la respecter, on doit l'aimer. Parce que donner la vie, c'est pas facile. Mais c'est ce qui se passe malheureusement en Afrique. Mais mon Afrique à moi n'est pas simplement la tristesse, tu vois. Non, non. L'Afrique aussi, ce sont des gens joyeux, heureux, et puis qui ont un lien très fort avec le soleil. C'est-à-dire qu'il y a le soleil, on est tout le temps joyeux. On rit, on chante, on danse, on s'aime, on fait avec le peu qu'on a. C'est aussi ça l'Afrique. Il y a aussi des beaux visages, des beaux paysages, beaucoup de choses à voir à l'Afrique. C'est pas seulement ce côté triste. Mais je pense que ce côté joyeux, vous savez, il n'y a rien de plus contagieux que la joie.
Si ces problèmes disparaissaient simplement, l'Afrique serait encore plus joyeuse. Et le monde entier, forcément, ressentirait les vibrations, les ondes positives de la joie qui vient de l'Afrique. Voilà. Puisque c'est le berceau de l'humanité, l'Afrique. Moi, personnellement, je pense que le panafricanisme des peuples existe. Et peut-être que le panafricanisme des chefs d'État traîne toujours. Voilà. À mon avis, les peuples africains sont conscients qu'ils sont unis. Unis à travers certaines valeurs culturelles. Mais les frontières géographiques héritées de la colonisation font que nous sommes séparés. Mais dans les faits, je pense qu'on est unis dans la diversité, comme le dit quelqu'un. Oui. Je suis chez moi au Cameroun, je suis chez moi au Niger. Je retrouve toujours une part de moi-même à chaque fois que je traverse l'Afrique subsaharienne. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le continent africain, c'est un continent d'avenir. Il y a un débat sur il y a une internationalisation du débat sur l'Afrique. Ça signifie que démographiquement, ça ce sont les prévisions, 2050, il y aura 3 personnes sur 4 sera africains. Et sa jeunesse est une telle force, il y aura un tel basculement, et je crois que c'est là d'ailleurs, c'est là que la jeunesse africaine doit prendre plus conscience et s'affranchir davantage. Mais cela va passer par beaucoup de connaissances et l'acquisition de connaissances et de compétences pour essayer de mettre à terre toutes ces barrières, barrières d'un discours de condescendance qui a été, comme vous l'avez évoqué, a été érigé et qu'on a fixé dans nos mémoires par le colonialisme, par la traite de noirs. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, l'avènement de l'Afrique, c'est aujourd'hui. La présidente de l'Union africaine, je crois qu'importe peu le pays qui la prend, c'est toujours des jeux politiques. Je crois que ça ne dépend pas de la force ou de la puissance du pays. Quand on regarde dans le passé, beaucoup de pays ont eu à diriger la présidente de l'Union africaine. Mais ce n'est pas pour autant que les problèmes de la migration, les problèmes économiques, les problèmes politiques, les problèmes sécuritaires de l'Afrique aient été résolus. Le panafricanisme, c'est quoi? Est-ce que tu en penses quoi? J'en pense du panafricanisme, cet amour pour l'Afrique, l'amour de faire avancer l'Afrique, de faire développer l'Afrique et de défendre l'Afrique en tout lieu et en tout temps. Et est-ce que tu penses que c'est un projet politique, le panafricanisme? De la façon dont les gens le chantent actuellement, j'ai une conception plus politique du panafricanisme parce que la plupart des gens qui sont en train de louer ce panafricanisme n'ont pas fait des actions réelles qui ont pu changer la position de l'Afrique vis-à-vis du monde, vis-à-vis des autres continents. Bon, je ne dirais pas qu'il y a une limite. Et il est vrai, nous avons l'Afrique maghrébienne, nous avons l'Afrique subsaharienne. Et il y a 22 nationalités ici à l'Université Senghor. Et c'est une Afrique qui vit. C'est une Afrique qui pense à l'avenir. C'est une Afrique qui veut construire l'avenir. Et quand je parle de l'Afrique qui vit, c'est à travers sa jeunesse. Les jeunes aujourd'hui sont prêts. Et le bel exemple, c'est ici à l'Université Senghor. Nous avons des Algériens, nous avons des Égyptiens, nous avons des Burkinabés, des Béninois, des Maliens, des Guinéens. C'est une Afrique qui vit ensemble à travers sa jeunesse et
nous sommes prêts pour relever le défi et l'Afrique a besoin de sa jeunesse. Il n'y a pas de limite à l'Afrique. Il n'y a pas une Afrique du Nord, il n'y a pas une Afrique du Sud, il n'y a pas une Afrique centrale. Il y a une seule Afrique. Et c'est à travers cette voie unique que nous pourrions relever les défis qui se font faire face à nous. Et c'est ça, moi, j'appelle toute la jeunesse africaine, j'appelle toute la communauté africaine à s'unir, à suivre les beaux exemples, les exemples de Thomas Sankara, les exemples de Sylvanus Olympio, les exemples de Maga, pour dire, de Patrice Lumumba, pour dire que l'Afrique peut rêver, l'Afrique peut se développer. Et ça, c'est désormais le combat de la jeunesse. Aujourd'hui, la Méditerranée, pour moi, est associée avec Senghor. Et Senghor, pour moi, aujourd'hui aussi, symbolise un espoir. L'espoir de pouvoir atteindre un rêve. Et donc, pour moi, la Méditerranée restera quelque chose de très positif, de très beau. La Méditerranée, c'est d'abord pour moi l'eau, les océans. Et la Méditerranée, c'est aussi ce vaste champ inconnu pour moi qu'il faut explorer. Oui. Oui. On est au bord là, elle est toute proche. Oui. Et il n'y a pas longtemps, je me suis amusé à questionner Internet pour savoir quelle était la superficie de la Méditerranée. J'étais ébahi de savoir que ça fait environ 2,5 millions de kilomètres carrés. C'est vaste quand même. Oui. La Méditerranée, c'est l'extrême nord de l'Afrique. Et c'est beaucoup plus l'Égypte. C'est aussi le Maroc, la Tunisie. C'est comment dirais-je, la zone arabophone, la Méditerranée pour moi. La Méditerranée pour moi c'est quelque chose qui est profond. C'est pas juste une vaste étendue d'eau. C'est pas juste les couleurs qui changent chaque matin, c'est-à-dire ça vire du bleu au vert. Comme tout à l'heure, elle était haute, la Méditerranée. C'est quelque chose, tel que son nom l'indique, qui nous appelle à méditer. J'aime bien méditer auprès de la Méditerranée. Parce que parfois, la brise, le vent, quand elle souffle, quand on a les pieds dans la Méditerranée, on est différent. Et puis on se rend compte de quelque chose, de la proximité qu'il peut y avoir entre les peuples, qui pourtant pensent être si loin. La Méditerranée est pour moi comme un trait d'union entre deux continents, voire trois. Et c'est un mélange. Mais aussi, cette Méditerranée également, pour moi, est un souffre-douleur pour mon peuple, pour ces jeunes qui disparaissent chaque jour parce qu'ils rêvent d'un Eldorado. Donc, en fait, pour moi, la Méditerranée, c'est un mélange de sentiments. Le calme, la douceur, la violence, la tristesse. Ma Méditerranée est beaucoup trop profonde en réalité. La Méditerranée, quand on était enfant, dès qu'on évoque la Méditerranée, on l'a lu, c'est cette mer merveilleuse. De l'autre côté, l'Occident, que les gens considéraient comme un paradis sur terre, mais étant encore plus grand et nigérien, on a fait face à un fléau, j'allais l'appeler ainsi, qui a concerné toute l'Afrique subsaharienne. C'était ce fléau de la migration et des morts d'hommes dans la Méditerranée. Pour moi, la Méditerranée, c'est... Comment dire? La Méditerranée
Pour moi, ça évoque cette... comment je l'ai vu d'abord avant, donc pour la première fois. Donc ma conception, en fait, c'est... Pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas de... Comment dire? Où je ne perçois pas l'autre rive. Mais ça me donne aussi cette envie de découvrir l'autre rive, ce qu'il y a de l'autre côté. Pour moi, la Méditerranée est symbole d'une longue histoire, l'histoire de la démocratie, l'histoire des grands empires, l'histoire de l'Empire romain, l'Empire de Carthage, et comment on appelle, de l'Égypte antique, la Mésopotamie. La Méditerranée a été un carrefour, depuis l'Antiquité, un carrefour d'échanges culturels, économiques et ainsi de suite. On a un lien avec la France, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis le 19e siècle. Donc, le français est devenu comme une langue maternelle chez nous, donc la France, ça nous intéresse. C'est un peu inquiétant. La situation de ce qui se passe en France, moi je la suis régulièrement et la France m'intéresse beaucoup parce que c'est un pays qui, à mon avis, symbolise la démocratie, la liberté, qui a joué un rôle fondamental dans le développement et l'émancipation de l'homme. Mais ce qui se passe actuellement, c'est un peu désolant. Mais pour un politicien un peu qui a une longue vision, qui est averti, ça m'étonne pas moi, parce que le président qui est là, il est venu de nulle part, donc il n'avait aucune base politique. S'il n'arrive pas vraiment à respecter ses promesses, ou il n'arrive pas à atteindre un peu ses objectifs, on peut le lâcher, que ce soit la gauche ou la droite, parce qu'il vient de nulle part. Concernant Macron, je ne suis pas vraiment une fan, je ne suis pas une pro-Macron, pas du tout. C'est bien, il a pu arriver où il est arrivé, c'est sûr que c'est au bout du fruit de ses efforts. Je l'encourage, mais vraiment, je ne préfère pas me prononcer sur la question. Mais forcément, tout ce qui intéresse la France m'intéresse. Parce que mon destin est lié à celui de la France. La France détient mon destin entre ses mains. Je suis désolée de choquer, mais je le dirais comme ça. Il y a des moments où je pense que ce qui se passe en France, la France peut-être devrait utiliser ça comme une occasion de penser à ce qui se passe en Afrique par sa faute à elle. C'est une grande France. Nous la magnifions tous. C'est la raison pour laquelle mes frères et mes sœurs meurent dans la Méditerranée. Mais si nous mourons dans la Méditerranée, c'est aussi parce que la France nous a emprisonnés. Et ça tombe bien que vous nous ayez posé la question de savoir c'est quoi la liberté. Mais est-ce que la liberté, notre liberté à nous, la France, pourrait nous la rendre un jour? C'est la question que je me pose chaque fois. Et parfois je me dis, peut-être qu'un jour je n'aurai pas la réponse à cette question, peut-être je mourrai avant, ou bien peut-être je serai en vie pour voir. C'est pour dire que ce qui se passe avec les gilets jaunes en France, ça m'intéresse vraiment. Parce qu'en fait, c'est ce qui arrive quand un peuple est opprimé, quand on n'en peut plus. On crie son ras-le-bol. Parce que quand on ne peut plus survivre, quand on ne peut pas vivre, parce qu'il y a une différence entre vivre et survivre. Quand on survit, on est obligé de se battre, on est obligé de crier fort pour que ceux qui nous oppriment puissent nous entendre. C'est ce qui se passe. Et je pense que tous les peuples d'Afrique francophone sont des gilets jaunes. Ils survivent. Et c'est peut-être le moment pour la France de penser ou de repenser la relation qui la lie à ses anciennes colonies. J'avais noté le président Macron, donc il a une politique très tournée vers l'Afrique. C'est sa projection de l'année prochaine. Hein. Et j'ai lu qu'il disait qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Je cite, il dit « Je suis d'une génération de Français pour qui l'Afrique n'est ni un encombrant passé, ni un voisin parmi d'autres. » C'est intéressant. Mais j'ai envie de dire une chose. Je vais revenir sur la question du CFA. C'est par là qu'il faudrait qu'on commence. Si c'est vrai ce que Macron dit, alors il n'a qu'à changer tout ça. Il n'a qu'à nous donner cette indépendance. Parce qu'en réalité, j'ai grandi en comprenant que mon peuple n'était pas libre. On a eu une illusion d'indépendance. On s'est battu. Il y a du sang qui a coulé.
Mais aujourd'hui, on est toujours aussi prisonnier de la France qu'il y a 60 ans. Parce qu'en réalité, si la France veut respirer, moi je ne condamne pas ces jeunes Africains qui meurent. Moi je suis sûre et persuadée d'une chose, c'est qu'un jour, leur sang criera vengeance. Pourquoi? Parce que si je suis libre chez moi, je ne voudrais pas venir chez toi. Si je suis bien chez moi, je ne viendrai pas chez toi. Alors, si on veut résoudre tous ces problèmes, même le problème de l'immigration, il faudrait qu'on résout d'abord le problème de la pauvreté qu'il y a en Afrique. C'est ce qui explique le mouvement des Gilets jaunes. Ce sont des personnes frustrées, ce sont des personnes qui se sentent abandonnées, qui se sentent lésées peut-être dans les politiques françaises. Et c'est leur moyen à eux de faire pouvoir entendre leur voix afin que le gouvernement puisse leur répondre. Le président Macron a pris quelques mesures, je l'ai écouté lors de son discours et personnellement je crois qu'il y a... C'est pas exactement ce qu'attendent les gilets jaunes, l'augmentation de salaire et tout. Je crois que le problème est plus profond que ça, à mon avis. Et il faudrait pour moi une concertation entre une partie de cette population et le gouvernement afin que les deux parties puissent s'asseoir, discuter et prendre des décisions franchement qui pourraient arranger les deux parties. Et je ne pense pas que cette rencontre ait lieu jusqu'à présent, mais ça serait très bien qu'il y ait cette rencontre sociale entre le président et les Gilets jaunes. La politique française envers l'Afrique, c'est un discours politique à mon avis, parce que on sait ce dont regorge l'Afrique et depuis des siècles, l'Afrique est un réel nid de richesse et en tout, richesse minière, richesse humaine pour l'Occident. Et donc, c'est tout à fait normal que le président français étant aussi le président de l'une des colonies de l'Afrique, puisse avoir un certain discours envers l'Afrique. Il a eu à faire un discours par rapport au retour des biens culturels de l'Afrique. Ça a été un discours vraiment marquant et cela a entamé également les processus en ce qui concerne le retour. Sur ce point, c'est bien. Parce que l'Afrique également a besoin de ses biens culturels, même si encore nous avions quelques problèmes de conservation des objets culturels ici. Mais l'idée déjà d'avoir prononcé cette promesse déjà, c'est un grand pas et c'est tout à son honneur. Mais lorsqu'on entend des discours en ce qui concerne la démographie, concernant le nombre d'enfants que doivent faire les Africains, ben je me dis, la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Les Africains sont libres de faire le nombre d'enfants qu'ils veulent. Et c'est pourquoi l'Afrique est le continent qui regorge de plus de jeunes. Parce que nous avions un continent rempli de jeunes et c'est cette jeunesse qui est l'avenir de notre Afrique. Et si nous devions nous contenter de faire un enfant comme certains pays ou ne pas en faire du tout comme certains pays, nous aurions aussi une population très vieillissante. Et donc, moi, je crois que même si nous menons des discours politiques, il faudrait également faire cas de la culture de ces pays-là afin de pouvoir mener certains discours pour ne pas frustrer, pour ne pas que l'on pense des choses qui ne sont pas. Le président Macron, il reste un président français et à mon avis, tous les discours qu'il fera, qu'il fera en direction de l'Afrique demeurent des discours politiques et ça n'a rien de complaisant. Oui, la France, c'est notre mère. On ne va pas les nier. La France a toujours été une puissance, des références pour nous. Quand on rêve d'aller dans un pays, ça doit être en France. Quand on veut étudier, ça doit être en France. Ça nous touche par rapport aux réformes françaises côté universitaire, donc les études en France ou dans les universités francophones, dans certains pays tels qu'ici en Égypte. Le coût a excessivement augmenté. Si j'ai bonne mémoire, au niveau, je crois, master ou licence, les frais qui étaient à 243 €, je crois, sont passés, ont doublé de 16 fois, 3770, donc c'est pas évident. Je crois que nous sommes peut-être la dernière formation qui a pu bénéficier de certains avantages, et la formation qui viendra, ils auront vraiment un grand montant à investir et c'est pas évident. Et en dehors de ça, nous, Africains,
personnellement, même si aujourd'hui je suis mère d'enfants, mais j'ai des ambitions. Après, ici, peut-être, j'aimerais également continuer mes études dans une université française. Mais étant donné qu'on ne fait pas partie de l'Union européenne, ça également, les coûts ne nous permet pas d'évoluer si tu n'as pas ce sont même pas les moyens qui comptent. Tu peux avoir les moyens, mais avoir cette augmentation-là, on se pose une question. Pourquoi seulement les étudiants étrangers? C'est pas évident. Bien sûr, quand on essaie de voir également les universités françaises sont beaucoup vivent, s'il faut le dire, parce qu'il y a des étudiants également étrangers qui viennent. Mais si aujourd'hui on essaie de mettre cette barrière-là, que deviendront ces études, ces universités françaises en fait? Je suis l'actualité. Je vois le mouvement des Gilets jaunes et un mouvement qui est en train de se répandre un peu partout dans le monde. Bon, moi, je trouve que c'est regrettable parce que je ne pouvais pas penser que cela pouvait arriver en France. Je me dis aussi qu'actuellement, il n'est pas facile de diriger un État. Parce que quand on voit de la façon dont Emmanuel Macron est venu au pouvoir, on ne pouvait pas se rendre compte qu'en moins de 2 ans de son mandat, il pouvait être confronté à de tels problèmes. Donc, actuellement, la gouvernance mondiale est devenue vraiment très difficile. Et j'espère que dans les brefs délais, les solutions seront trouvées à ces problèmes et que le mouvement ne continue pas vraiment à se répandre comme on le voit actuellement. Moi, on suit un tout petit peu et ça réquestionne la notion de développement. C'est de dire que voilà, même le nation, on va mettre ça entre griffes, qui se disent développés, on peut assister à des manifestations comme celle-là. Ça remet en question la justice sociale. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle existe même? Voilà, parce qu'aujourd'hui, chez nous... Je suis beaucoup les actualités, je suis les mouvements des Gilets jaunes. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup écœurée. Parce que chez nous, dans nos pays en Afrique, on a les mêmes difficultés, je dirais même pire que ce qui se passe chez eux. Parce que j'ai cru entendre qu'en France, même les chômeurs ont droit à une allocation de subsistance. Et tous sont couverts par l'assurance santé. Contrairement à ce qui se passe chez nous, tu es malade, tu n'as pas l'argent, tu meurs. C'est ce qui se passe chez nous. Chez nous, les gens meurent de faim et de maladies banales. Nos hôpitaux sont dépourvus de matériel, de personnel. Alors que moi, je suis personnel de santé. J'ai obtenu mon diplôme. Après 7 ans, je n'ai pas trouvé de l'emploi dans ce pays. Et au même moment, les hôpitaux sont dépourvus de personnel parce qu'il y a une mauvaise organisation de nos systèmes de santé. Donc, il y a beaucoup de manquements chez nous. Et à plus forte raison, on n'a pas le droit de manifester. On n'a pas le droit de se plaindre. Toutes les manifestations, les marches sont soldées par des pertes dans vies humaines chez nous. Très récemment, même il y a de cela 2-3 semaines, à cause de cette manifestation, on a eu 3 décès. Donc chaque fois que la population se soulève, il y a des tirs à balles réelles, on tue les gens. Mais ceux qui, même sans pour autant travailler, ils ont des allocations de subsistance. Moi, j'étais indignée de les voir dans la rue saccager les choses et on les écoute et personne, leur droit à la vie est toujours respecté. Personne ne les a tués et on les a même écoutés pour pouvoir satisfaire leurs besoins. En 2015, quand il y avait eu le drame de Charlie Hebdo, ils se sont déplacés, tous nos chefs d'État, ils se sont déplacés et j'ai vu même, il y en a qui ont pleuré parmi eux parce qu'il y a eu le truc là, il y a eu des décès, ils ont pleuré. Par contre, eux, ils tuent les gens chez nous, ça ne leur dit rien. Et quand l'histoire de Gilets jaunes là s'est passée, ils se sont tués comme si de rien n'était, comme s'ils ne voyaient pas, ils n'entendaient pas. Mais au même moment, on tue les gens chez nous.
on a suivi ça. Ouais. Et à un moment donné, il y a eu même ce que vous appelez des fake news. On essaie de nous faire croire que le président Macron avait démissionné à un moment donné. Bon. Donc ça nous intéresse de suivre aussi un peu, voir les grandes démocraties, comment ça se passe chez eux aussi. C'est les réformes aujourd'hui qui ont été proposées ou qui ont été engagées par le président Macron qui sont à la base de cela. Et bon, moi je dirais ce n'est pas trop appréciable parce que bon, c'est la politique intérieure d'un pays. Peut-être que je n'ai pas le droit d'en parler, mais je me dis que la France a été quand même un modèle de solidarité entre le peuple, entre les personnes. Et ce modèle, il ne faut pas qu'on essaye de faire une imitation, tandis que le peuple français n'est pas préparé pour le moment à cette mutation du point de vue peut-être économique et financier. Et il est important quand même de garder ce taquis-là qui est vraiment la solidarité. Mais c'est dit, nous sommes à un moment où chacun a envie. Nous sommes à un moment de révolution. Ça va durer au moins 10 ans. C'est parti pour 10 ans au moins ce qui se passe aujourd'hui. Les Gilets jaunes, c'est une suite. C'est une suite de revendications. C'est une suite de crises énormes. C'est qu'ils n'ont pas été écoutés à un moment. Donc il fallait le faire. Et c'est énorme. Ça va prendre corps sur les 10 prochaines années. Chaque pays va ressembler à la France. Chaque pays prendra corps à la France. Gilets jaunes. Après, vous allez voir aux États-Unis. Après, vous irez au Canada. C'est comme ça. Sur les 10 prochaines années, c'est dit, il y a un truc qui se passe aujourd'hui. C'est la décadence. Il faut tout bouleverser pour que la norme puisse revenir. En parlant de norme, ce n'est pas une norme qui est normative. Ce n'est pas une norme en tant que telle. Mais on a envie que ça change. Mais c'est la politique. C'est des questions politiques. La France, avec les mouvements sociaux, surtout de l'actualité des Gilets jaunes, on le regarde assez de loin, mais ça nous intéresse quand même, puisque la France et le Sénégal ou l'Afrique francophone a des relations traditionnelles assez historiques. Donc, on est obligé de suivre l'actualité. Et que la France aussi, c'est une vitrine de l'Afrique en termes de démocratie. On s'est inspiré du point de vue juridique de ces textes. Et aujourd'hui, ce qui se passe en France, c'est un peu aussi un mécontentement à la base de certaines populations, peut-être qui sont laissées un peu en rade par le système. Ça se répercute aussi chez nous. Donc, on en tire aussi des leçons et essayer d'éviter peut-être chez nous le même syndrome. L'Occident, excusez-moi, vous êtes française peut-être, mais c'est ce que je constate en tant que jeune, à travers les films, à travers les médias et tout, on nous a complètement éloignés, écartés de nos valeurs. Donc on n'a plus peur de rien, on n'a plus de limites. Et c'est dommage, c'est dangereux, c'est une bombe à retardement pour nous. Donc je pense que par rapport à, par exemple, la dignité dont on parle, il faudrait faire une éducation sur le plan culturel pour retourner aux valeurs primaires, aux valeurs morales qui sont très chères chez nous en Afrique. Je suis aussi gilet jaune. Je dis cela pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, il faut placer l'homme au centre de la politique. Ce n'est pas toujours la politique politicienne, mais c'est l'homme. L'homme qui est notre semblable. Il veut aussi mieux vivre. Donc les gilets jaunes aujourd'hui, c'est ce cri un peu partout, je veux dire partout, pas seulement en France. Et ce mouvement, ça ne va pas s'arrêter vite. Selon mon analyse, ça ne va pas s'arrêter vite. C'est comme le mouvement pour les femmes qui réclament leurs droits. Ça a commencé depuis 1900, mais ça continue. Donc aujourd'hui, avec ce mouvement qui vient de naître en France, c'est comme disait Karl Marx, prolétaires de tous les pays, unissons-nous. C'est comme ce cri de ceux qui travaillent. Parce qu'il y a des cols bleus, il y a des cols blancs. Mais les cols bleus souffrent beaucoup et ils réclament leurs droits. C'est tout à fait normal.
Il est question que les politiques, d'une manière générale, savent que si ils gouvernent pas pour eux, mais ils gouvernent pour le peuple. Il faut écouter le peuple. Il faut aussi voir les conditions de ce peuple. Et moi, je ne peux que soutenir les Gilets jaunes aussi, qui sont partout dans le monde, qui veulent bien que leur situation, leurs conditions de travail soient améliorées. Est-ce que tu peux me parler de la francophonie? Est-ce que ça a un sens aujourd'hui, toujours? Est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas? La francophonie. Est-ce que la francophonie a un sens? Mais bien entendu que la francophonie a un sens. La francophonie n'a pas qu'un sens, la francophonie a des sens, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Le fait d'abord même que nous soyons ici à l'université Senghor, c'est dans le cadre, ça rentre dans le cadre de la francophonie. C'est vrai que tout n'est pas parfait et qu'il y a beaucoup d'améliorations à apporter, mais je pense qu'il y a aussi des résultats qu'on ne saurait nier. On a vu un peu comment est-ce que on fait tout aujourd'hui pour pouvoir, la francophonie met en œuvre une forme d'inclusion de la jeunesse. Jamais la jeunesse francophone n'a autant eu droit au chapitre que maintenant et tout. Moi, j'ai participé à la conférence des jeunes à Genève. Ensuite, j'étais délégué des jeunes à Erevan. Donc, je puis dire que j'ai vu quelque part l'importance de cette organisation-là. Comme je le disais tantôt, il y a beaucoup de choses à parfaire parce que les attentes également des différentes populations francophones dans les différentes zones sont assez importantes. On ne saurait laisser toutes ces revendications portées par une seule organisation, mais il y a des choses à parfaire, il y a des choses qui sont effectivement bonnes. Quand je parle de la francophonie, je parle de cette langue qui nous unit, cette langue française. Et la francophonie devrait exister. Et la francophonie doit exister. Et moi, j'apprécie cet espace francophone à travers l'Organisation internationale de la francophonie. Et c'est notre espace à nous. Je suis francophone personnellement, à travers la langue. Mais parlant de la francophonie, actuellement, à travers sa politique, sa conception, je trouve que la francophonie qui réunit une organisation internationale réunissant les pays francophones, les pays, plus particulièrement les pays africains, les anciennes colonies de la France, de la Belgique. Je trouve que c'est une francophonie plus que politique. Et à mon avis, la francophonie, de par sa mission de création, elle est devenue une réelle politique et ne parvient pas à faire ou à accomplir sa mission. Et on se voit tourner vers d'autres préoccupations qui sont totalement politiques. Et comme nous connaissons la politique, c'est vraiment sur les intérêts. Et là, on se dit, c'est pas la francophonie. Et voilà, on est toujours dans un cercle vicié de vouloir tourner autour des intérêts de certaines puissances fortes au mépris, au détriment des nations africaines. Et là, c'est là où moi, je ne suis pas optimiste pour la francophonie. Dernièrement, on a suivi les sommets de la francophonie, ce qui s'est tenu là, et puis on s'est dit il y a des nations entre guillemets démocratiques, et puis on donne des leçons à des pays entre guillemets non démocratiques, et puis des nations qui ne sont pas démocratiques. Il y a une secrétaire générale qui sort, et donc je trouve une confusion à mon avis. Et puis donc il y a une nation qui se sert de la francophonie comme son instrument pour imposer son influence sur le plan international. Donc je trouve que la francophonie c'est très politique et n'est pas au service de ce qu'elle devrait être effectivement. C'est mon avis. Effectivement, si nous parlons français, cela montre déjà que la francophonie a sa place. Vous êtes française, moi je suis centrafricain, mais pour qu'il y ait ce trait d'union, ce dialogue, il est passé par le français. Donc le français a sa place. Et le français, c'est cette langue en partage. Elle devient un patrimoine de l'humanité parce que cela nous permet
de dialoguer, de partager nos expériences, de nous former. Donc la francophonie a plus de place aujourd'hui dans le monde. Pourquoi je dis cela? Parce que si le français est compté parmi les 5 langues les plus parlées au monde, cela sous-entend que c'est une langue c'est cette langue-là qu'on doit prendre ça comme étant un outil dans nos relations avec les autres. Et la francophonie, pour moi, si elle n'est pas seulement culturelle, elle est aussi politique. Et quand on dit politique, c'est comme si c'est la bête noire aujourd'hui dans le monde, parce que tout est devenu trop politique et ça change la nature des valeurs qui sont inhérentes à nos sociétés. L'homme est devenu un objet, alors que si on place l'homme au centre de tout, ça veut dire que l'intérêt pour cet homme, c'est son bien-être, c'est la paix, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le succès de ce qu'il veut entreprendre dans sa vie. De toute mon enfance passée au Cameroun, j'ai été un peu bercée par la francophonie. À l'époque, c'était Agence française, Centre culturel français, quelque chose comme ça à l'époque. Et c'était comme un rêve de pouvoir lire les livres en français, les belles histoires, de bien parler français, de lire en classe aussi, parce que lorsqu'on faisait les cours de lecture, il faut lire en français. C'était vraiment comme un rêve, c'était comme appartenir à un monde différent. Mais aujourd'hui, quand je regarde la francophonie, je me pose beaucoup de questions. Je me demande qu'est-ce qu'elle est finalement, vraiment. Est-ce vraiment seulement une langue qu'on partage ou bien c'est un idéal qu'on voudrait avoir? Je ne sais pas. Mais au moins, grâce à ça, je suis ici et puis je rencontre d'autres personnes. C'est déjà une bonne chose. La francophonie donne la chance à tous ceux qui ont le français en partage de pouvoir être riches de leur diversité et même toujours autour d'un élément commun, la langue française. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le politique, il y a beaucoup de blocages qui se créent ça et là. Beaucoup de personnes, je dirais, luttent un peu quand même contre la francophonie parce qu'ils trouvent que c'est encore un élément de colonisation de la France. Mais cela passe quand même par aussi des activités que nous organisons. C'est à nous de pouvoir montrer comment est-ce que nous faisons usage de cette langue qui nous réunit. Parce que nous l'avons héritée, certes, mais elle ne tue pas de facto nos langues maternelles que nous avons. La francophonie, c'est une grande organisation internationale des États qui partagent la langue française. Donc, c'est une organisation qui va au-delà de l'aspect linguistique. Aujourd'hui, on parle de francophonie économique, de francophonie politique aussi. Donc, elle intervient aussi dans la dimension politique, la stabilisation de la démocratie dans certains États. Par exemple, dans des cas où il y a des conflits dans certains États francophones, la francophonie n'a pas un pouvoir dissuasif forcément, mais essayer de jouer le rôle de médiateur et de stabilisateur social avec les gouvernants, les responsables, et essayer le plus possible avec les acteurs sociaux de jouer la carte de l'apaisement et de la démocratie. Alors, en soi, la définition de la francophonie qui m'a plus fasciné c'était celle de Manu Dibango, qui dit que la francophonie, ce ne sont pas 2 États, mais c'est l'ensemble de personnes que l'histoire a mis ensemble à travers une langue qui est le français. Je suis très séduit par... voilà, c'est un espace de rencontre, de partage. Après, on peut critiquer l'action de la francophonie. C'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, la francophonie a fait un pas vers... moi, je crois que ça a été toujours ça, d'ailleurs, l'idée de la francophonie. C'est que c'est vraiment ma façon de voir la chose. C'est une espèce de domination et de continuation de la France-Afrique. Donc, que de parler de francophonie culturelle, parce que c'est ça qui a été dit, ça a été scandé depuis plusieurs années.
il faut mieux parler de francophonie économique et qu'on mette toutes les cartes sur la table et que les échanges soient égaux, quoi. Je dirais que ma francophonie à moi prend tout son sens à l'université Senghor, surtout, mais seulement pour ce qui est de l'Afrique francophone. Mais sinon, la francophonie, ça existe. Elle continue à exister, elle se bat pour exister. Aujourd'hui, on parle des valeurs du libre ensemble, de partage, des cultures et tout. Mais je regrette un peu le fait que cette francophonie, je la sens beaucoup plus qu'en Afrique. Je ne vois pas beaucoup d'interaction entre les autres peuples francophones. Je parlerai des peuples francophones du Canada, de l'Europe, peut-être de l'Asie, ceux qui sont des membres observateurs, par exemple, de la francophonie, avec l'Afrique subsaharienne. Surtout pour nous qui sommes des jeunes. Je suis consciente du fait qu'il existe le CIGF, qui est le Conseil des jeunes, international des jeunes de la francophonie. Mais on voudrait bien voir un peu plus d'action culturelle, la diversité, qu'on s'accepte, qu'on se partage, des choses qui viennent de chez nous. Si ça pouvait se faire un peu plus en dehors même des jeux de la francophonie, sur le plan culturel, ça serait très intéressant pour moi. Parce que le libre ensemble, c'est aussi ça. C'est accepter l'autre dans sa diversité, dans sa langue. Le français que toi tu parles, c'est pas le français que je parle forcément. Donc on a nos accents, on a nos diversités, même si pour finir c'est toujours le français, mais c'est notre francophonie en réalité. Qu'est-ce que j'aimerais dire aux étudiants français? En fait, qu'est-ce que je voudrais dire aux étudiants francophones? Moi je préfère, parce que eux, étudiants français, nous étudiants venant peut-être de différents pays d'Afrique, nous avons quelque part les mêmes réalités, les mêmes défis. Aujourd'hui le monde, c'est vrai qu'on parle de globalisation, mais pour moi, la frontière, elle est presque inexistante. On sait ce qui se passe instantanément ailleurs, on est assez informé, on connaît les réalités qui se passent à travers le monde en même temps, donc nous avons quelque part les mêmes réalités. Aujourd'hui, aucun pays ne peut vivre recroquevillé sur lui-même. La réalité, que ce soit au Mali, quelque part, ça intéresse la France. La réalité en France également intéresse le Mali. C'est un peu pareil que ce qui se passe par exemple au Proche-Orient, au Moyen-Orient. Nous sommes dans le même bateau et si ce bateau chavire, on va tous chavirer ensemble. Bon, la démocratie, c'est... Bon, peut-être pour citer un des grands chercheurs maliens, du nom de Youssouf Tata Cissé, paix à son nom, qui dit que la démocratie, selon lui, c'est manger à sa faim. Et quand on mange à sa faim, on pense... c'est là qu'on peut dire ce qu'on pense. Et je me dis, c'est la démocratie, surtout pour quelqu'un qui vient d'un pays comme le Mali, je dirais que c'est un bien commun. Parce que là, au moins, c'est vrai qu'en termes de... Parce que l'objectif de la démocratie, c'est aussi le développement économique et social. Mais nous, dans notre cas, il y a quand même la libération, peut-être, du champ politique et même des libertés en termes d'expression, en termes de manifestation, en termes d'association, même souvent s'il y a des restrictions. Donc ça, c'est quand même je dirais, des acquis qu'il faut préserver. Il y a beaucoup de débats autour de la démocratie. Moi, j'ai eu la chance de lire une charte en Guinée qui n'a pas été publiée à l'international comme ça, dont les gens ne connaissent pas. Mais la démocratie est née en Afrique. Soundiata Keita, après le combat, la bataille de Kirina, les bases de l'empire du Manding, ça s'est fait en Guinée, au nord de la Guinée, entre la Guinée et le Mali. Le site existe encore. On appelle la charte de Poukamfuga, car il y a 15 ou 17 articles. Il y a des principes fondamentaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme actuels qui sont nés là-bas, qui existent là-bas, comme la liberté accordée aux femmes, l'égalité entre les femmes et l'homme. Ça existe chez nous depuis le XIVe siècle. Mais bon, aujourd'hui, on nous fait croire que ça vient de l'étranger parce qu'on n'a pas valorisé, on n'a pas vulgarisé ce qui existait chez nous, c'est normal. Donc pour moi, la démocratie, elle est d'abord africaine. Elle ne doit pas être occidentale et elle ne doit pas nous être imposée de l'Occident parce que nous l'avions déjà. Même si on s'est laissé berner, on s'est laissé convaincre que ce qui est venu de l'étranger est nouveau, la démocratie aussi a existé en Afrique. Voilà, à chacun sa démocratie. Ouais, la démocratie, ouais. C'est ce concept bateau, je peux dire.
ce concept que tout le monde veut puiser dedans alors que c'est pas toujours tout le monde. C'est monsieur tout le monde, mais ce n'est pas aussi tout le monde. Parce que je dis cela, on dit c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Parfois, ce n'est pas ça. Je me souviens d'un livre que j'ai lu sur Kadhafi où il disait la substitution d'un peuple n'est pas le peuple. Quand on dit substitut du peuple, ce n'est pas le peuple. Oui, il a sa vision. Et moi, j'ai dit, c'est d'abord, j'ai parlé de l'homme. Tout homme vale. Et cette démocratie, pour qu'elle ait vraiment son sens, il faut revoir à la base maintenant. Parce que c'est la base ici. On parle de la base, du pouvoir du peuple. Mais si le peuple n'est pas au début et à la fin de toute action politique, ce n'est plus le peuple. C'est un groupe d'intérêts qui est là et pour gérer seulement leurs intérêts et non l'intérêt du peuple. Donc la démocratie pour moi, c'est une idéologie, c'est un idéal, mais le concret, ce n'est pas encore ça. Donc, tel que si je prends le cas en Afrique, toujours on conteste les élections. La plupart des élections en Afrique, on conteste. On conteste pourquoi? Parce que une partie qui n'a pas voté pour tel candidat se voit gouverner entre guillemets par la dictature parce que je ne vous ai pas choisi. Donc du coup, ce groupe-là se voit lésé déjà dans les affaires publiques. Donc c'est ce que je peux dire par rapport à la démocratie. Elle n'a pas la tête, elle n'a pas la queue, donc elle est vraiment un bateau qui roule sans frontières. La démocratie pour moi c'est une quête perpétuelle. C'est tout ce que je sais. Divaguer pour revenir au mot démocratie. Ce qui manque à l'Afrique, et je crois que il a été établi un lien entre les métropoles, donc toutes ces nations qui ont colonisé l'Afrique, et le responsable africain. Il y a eu un lien où, au lieu de répondre plus aux besoins et aux souhaits de l'accomplissement du peuple, le dirigeant répond plus aux intérêts de ces nations-là. Et il faut renverser la tendance si on veut parler de développement et d'accomplissement du bien-être de tous. Moi, la démocratie, je la définis comme ça, c'est écouter l'autre, prendre en considération ce que cette personne dit et essayer, même si c'est difficile des fois, très difficile, essayer de donner la possibilité, l'opportunité à l'autre de dire ce qu'il pense ouvertement, sans crainte de répression plus tard. C'est ça pour moi la démocratie. La démocratie, ce sont les politiques qui l'ont amené. C'est une forme de... les définitions qu'il y a dans les cahiers, moi, ça ne m'intéresse pas trop, mais ce sont les politiques qui l'amènent. Mais en fait, on n'est pas démocrate. On n'est pas démocrate du tout. On n'est pas démocrate. Je préfère même le premier mot, qu'on travaille plus sur la liberté du travail, la liberté de parler, la liberté de ressentir l'autre, que de parler de démocratie sur les politiques. C'est un mot qui est là seulement de vie, mais c'est sans sens pour moi. Est-ce que tu peux me dire quelque chose de la liberté? La liberté, c'est quelque chose de fondamental parce que toute émancipation dépend de la liberté. Si on n'est pas libre, on ne peut pas s'émanciper. La liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de religion, la liberté de se déplacer. Donc, le sens même de l'existence de l'homme est dit un peu à la liberté. Mais la liberté aussi, c'est des incantations, tout ça. En fait, tout le monde n'a pas la même perception des choses. Avec la condition dans laquelle je suis venue, c'est vrai que je suis venue en études avec mon compagnon, on est venus ensemble, j'ai eu un bébé. Mais pour certaines personnes, il y a une perception un peu tardée. Disons que les études avec un bébé, ça ne va pas de pair. Et lorsque je parle de ça, je me réfère surtout chez nous,
en Afrique subsaharienne ou chez moi au Congo, certaines filles, là je parle en tant que je parle en tant que femme, certaines femmes ou certaines filles pensent que la vie s'arrête. Moi, personnellement, ça me donne encore l'envie de foncer, l'envie d'avancer. C'est juste qu'il faut être entouré des bonnes personnes et il faut avoir également une volonté, en fait, le but d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Donc, personnellement, depuis toute jeune, c'est vrai que avec la grâce de Dieu, je crois que j'y arriverai et je veux travailler sur ça. J'ai toujours voulu avoir un doctorat. La liberté, c'est pas un acquis. La liberté n'est pas un acquis. La liberté, c'est un combat continuel. Pour ceux qui sont du côté des personnes lésées en termes de liberté, ils ne doivent pas lâcher. Et quelqu'un qui vous prive, par exemple, de votre liberté, qui est en face de vous, qui vous prive de votre liberté, la personne souvent ne sait pas. Ne sait pas qu'elle vous fait, elle commet du tort et vous fait du tort. À vous d'arriver à lui faire comprendre, souvent par des gestes assez pacifiques, que monsieur vous faites, ou bien madame vous faites ceci, ça entrave également moi ma liberté, et quand cela ne marche pas, il faut utiliser toutes les voies de contestation non violentes, bien entendu, pour pouvoir arriver à faire accepter cette liberté-là. Et en parlant de liberté, moi ça m'amène à la réalité, par exemple aujourd'hui au Mali, bien entendu, où il y a des personnes qui veulent imposer une forme de vision à des populations qui ont toujours vécu en bonne harmonie et en pratiquant leur religion comme ils ou elles le voulaient, tranquillement dans leur zone, mais pas d'autres considérations qu'on vient aujourd'hui vouloir entraver leur liberté en les imposant une forme d'idéologie qui n'a pas sa raison d'être en ce 21e siècle. Est-ce que tu as lu des poèmes de Senghor? Bon, c'est pas ta génération, mais est-ce que tu l'as lu ou pas? Oui, j'ai découvert Léopold Sédar Senghor quand j'étais au lycée. Voilà. J'ai lu quelques-uns de ses poèmes. Bon, je n'ai pas du tout... C'est pas tous les poèmes de Léopold Sédar Senghor que j'ai appréciés, voilà, parce que j'avais beaucoup plus une tendance pour les poèmes engagés, voilà, la poésie engagée. Donc je lisais beaucoup plus du Frantz Fanon, du Aimé Césaire, du Cheikh Anta Diop, mais j'ai apprécié aussi le parcours politique de Léopold Sédar Senghor en tant qu'homme d'État. Je me rappelle la fameuse citation de Senghor qui disait « La raison est hélène et l'émotion est nègre ». Ça, c'est la première chose que j'ai eue de Senghor. J'étais encore, je pense, en seconde au lycée. Et là, j'ai dit non, parce que je suis assez critique. J'ai dit non, c'est faux. Il n'a pas raison de dire ça. En plus, il est noir comme moi et puis il dit que nous n'avons que l'émotion et tout ça. Alors, j'ai passé le temps à critiquer Senghor. Ça, c'est vrai. Je l'ai critiqué pendant très longtemps, très longtemps. Je ne comprenais pas comment il pouvait dire une chose pareille en tant que jeune. Mais en grandissant et en essayant de comprendre la littérature de Senghor, les œuvres de Senghor, je finis par comprendre le personnage. Je comprends pourquoi il l'avait fait. J'ai compris en arrivant à Senghor que, au contraire, c'était quelqu'un qui portait des ambitions, qui nourrissait des ambitions pour son peuple, qui rêvait de voir Senghor, l'Afrique développée, l'Afrique autrement. C'est la raison pour laquelle l'université Senghor est là, dressée au pied de la Méditerranée depuis bientôt 27 ans. Et c'est aussi la raison pour laquelle cette université est bien plus un incubateur pour l'Afrique. Et vous savez que l'université Senghor, c'est les masters de développement. C'est-à-dire que depuis la fondation de l'université Senghor, c'était pour former des cadres qui devaient penser et réaliser le développement de l'Afrique. Donc aujourd'hui, je connais Senghor autrement. Je l'aime. Je lui rends hommage d'ailleurs dans certains des écrits que je fais de temps à autre, des petits poèmes. Et c'est fou que l'amour entre nous ait commencé avec beaucoup de violence, mais bon, finalement, on est réconciliés autour d'une chose. Je pense que c'est l'université Senghor qui nous a réconciliés, Senghor et moi. L'histoire
de Senghor est plusieurs fois intéressante pour moi d'abord africain, en plus intéressante pour moi malien, parce que le Sénégal et le Mali ont pris ensemble l'indépendance et c'était la fédération du Mali, sauf que ça n'a pas duré longtemps, ça a duré quelques mois et la fédération a explosé. Il y a eu le Sénégal et après il y a eu la République du Mali. Donc du coup l'histoire de Senghor m'intéresse. J'ai lu quelques articles. Est-ce que j'ai lu une œuvre entière de Senghor? Non, je connais un peu son histoire, j'ai lu beaucoup d'articles et l'aspect politique m'intéresse beaucoup. Un peu la poésie également que nous avons étudiée à l'école primaire, au collège et un peu au lycée. Mon père c'est un homme des lettres. Oui. Il a fait le français linguistique. Donc il nous parle beaucoup de Senghor et à l'école on étudie Senghor. Donc c'est un honneur d'étudier dans une université qui porte le nom de ces grands hommes. Qu'est-ce qui véhicule comme valeur pour toi, Senghor? Pour moi, Senghor véhicule les valeurs de l'unité. Pour moi, Senghor, c'est quelqu'un qui a redonné, je dirais, les épaules aux Africains. C'est quelqu'un qui a prouvé au monde qu'être africain, c'est exceptionnel en fait. Il a mis en avant les valeurs africaines. Lorsque j'étais en faculté, puisque j'ai fait la faculté de lettres, donc c'est l'un des poètes africains que l'on étudiait, voilà. Et le poème qui m'a le plus marqué, je ne suis pas aussi trop fan de poésie, mais c'était Femme nue, femme noire de Léopold Sédar Senghor, un poème qui magnifiait la femme noire à l'état pur et à l'état vraiment romantique. Et c'est l'un des poèmes que j'ai gardé le plus durant mon parcours académique. Femme nue, femme noire, vertu de ta couleur qui est vie. Et c'est les deux vers seulement que j'ai pu garder.